So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode super sérieux de Woke Up Chose Violence. On est direct AF, en direct du Pitchac à Bel-Air. C'était excellent. Pour un autre épisode du podcast, ça va être le fun à sous-titrer. On va juste mettre comme un extrait de ce bout-là. À un moment donné, on va mettre juste plein de H, puis après ça, on va continuer. C'est ça. Ça t'arrive-tu, toi, des fois, de rire de même, ou est-ce que tu ris, il n'y a plus de voyelles, c'est juste des H, t'es juste comme... Ben, tout le temps, quand je ris en balayeuse. En balayeuse. Frank est tout le temps en train de m'imiter, il est genre... Puis là, ça me fait encore plus rire, puis je respire encore moins. Ah, c'est excellent. Moi, j'avais une amie à un moment donné. Là, ça n'a pas rapport pas en tout avec Non, le podcast, c'est mais pas ça, juste comme l'épisode, là, bienvenue au podcast, on est rendu là, on y est tout le temps. J'avais une amie à un moment donné que quand elle riait, ben toi, tu fais ça un peu aussi. Oui. Je pense qu'on l'avait fait ensemble à un moment donné. That sounds weird. En tout cas, à un moment donné, bon, tu vois, balayeuse. Mais à un moment donné, quand elle rit vraiment, vraiment beaucoup, il n'y a plus de son Oui, qui sort, c'est- mais c'est juste le petit. Oui. Vraiment fort, vraiment aigu qui Ouais, sort, ouais. mais c'est parce que j'avais mon ami à côté qui faisait comme l'autre moitié, fait qu'elle était comme, lui était comme, fait que là on avait l'air d'un âne ensemble, c'était écœurant. C'est le fun, rire. Fait que oui, fait que sur cette belle intro qui avait vraiment pas rapport, merci d'être encore là. Merci. Fait que aujourd'hui on va faire un épisode qu'on va appeler le This or That. Fait qu'on This va or That. This or That. Fait que Ça on ou va- ça. Ouais, pour les francophones. Les francophones qui comprennent pas l'anglais mais qui ont quand même cliqué sur un podcast avec un titre en anglais. On va faire un épisode où est-ce qu'on va comparer deux affaires, est-ce qu'il serait mieux de faire ça ou est-ce qu'il serait mieux de faire ça. Puis on va donner notre 2 cents là-dessus. Puis Évidemment, la réponse à toutes les questions de base, c'est ça dépend. Tout le temps. Faut Fait que je relance Carl pour les t-shirts d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais C'est ça. Tenez pour acquis que, bottom line, la grosse réponse pour tout, on pourrait finir le podcast avec ça dépend, puis comme closer ça, là. c'est ça. Fait que Mais on va élaborer un peu. Non, il y a un épisode de 3 minutes, c'est drôle, là, mais comme, maintenant, Maintenant, on hein. va vous donner un petit peu de contenu pour votre cardio, vos raids de char. C'est ça. Fait que une question qui revient quand même souvent, plus au niveau entraînement, est-ce que ça serait mieux de faire des machines ou est-ce que ça serait mieux de faire des poids libres? Ça dépend. Ben, Ça dépend, mais selon toi, Simon, ça dépend de quoi? majoritairement de ton objectif. Obviously. Majoritairement de ton objectif, ça va dépendre de peut-être quel genre d'équipement auquel ton gym a accès. Des fois, maintenant, t'as peut-être pas certaines machines ou certains poids, fait que tu fais avec l'option qui est disponible. Préférence. Veux pas, préférence personnelle, parce que je pense que si t'as une préférence personnelle plus pour les machines ou plus pour les poids libres, si on te donne l'inverse, il y a des grosses chances que t'as une moins bonne intensité dedans, t'as moins envie de le torcher, puis que comme ton entraînement va peut-être être un petit peu moins efficace. Fait que, tu sais, je pense que pour un développement athlétique, quelqu'un qui veut peut-être plus faire ça pour un sport ou plus pour le côté multifonctionnel, quelqu'un qui fait un peu plus de cross-training, qui fait de l'haltérophilie, du powerlifting, des affaires de même, je pense que là, ça serait plus pertinent d'aller chercher une majorité de tes exercices à travers des poids libres. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment, strictement dans le but composition corporelle, prendre de la masse musculaire, hypertrophie, c'est ta priorité numéro 1. Là, je pense que les machines, pour beaucoup de mouvements, deviennent plus pertinentes parce que comme tu es plus stable, c'est plus facile d'appliquer de la tension vraiment, ben pas strictement, là, mais comme beaucoup plus spécifiquement sur le groupe musculaire que tu veux travailler, puis moins avec les petits muscles stabilisateurs. Fait que, tu sais, mettons, tu veux vraiment développer tes quads, puis tu fais du barbell back squat. Le barbell back squat, c'est un très bon exercice, puis t'es capable de développer tes quads avec ça. Mais veux pas, dépendamment de ta mobilité, dépendamment de est-ce que tu as un côté qui est plus fort que l'autre, dépendamment de, tu sais, ta force de core, de upper back, ben tu peux être limité par un paquet d'affaires autres que tes quads. Oui, puis tu peux compenser de bien des places avec des campagnes de mouvement comme ça aussi. Si, mettons, ta technique n'est pas super ou que tes muscles sont... Tu sais, tu commences, mettons, tes muscles sont pas encore super développés de partout, ben c'est facile de compenser avec des dumbbells ou justement des poids libres. Là. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, comme ça, j'avais fait l'argument à un moment donné, je pense que j'en avais parlé dans le podcast avec Étienne Asselin, mais comme il y avait quelqu'un qui disait comme qui préférait vraiment faire du leg press puis qui faisait jamais du squat, mettons. Puis tu sais, c'était comme un meme, puis que la personne riait de la personne qui faisait juste du leg press, puis j'étais comme, ouais, mais dans un contexte d'hypertrophie, ça pourrait vraiment faire du sens. Ben ouais. Tu sais, moi, honnêtement, du barbell back squat, ça fait des mois, c'est pas un an que j'en ai pas fait parce que justement, j'ai toujours haï ça en faire. J'ai aimé ça faire du powerlifting, mais le squat, c'est toujours l'exercice que j'haïssais le plus. Fait que, tu sais, là, vu que je fais vraiment plus hypertrophie, je me concentre vraiment là-dessus. Je veux plus aller chercher des exercices qui vont me permettre de minimiser la fatigue
inutiles, entre guillemets, que je peux éviter, puis vraiment concentrer le plus possible ma attention sur le groupe musculaire que je veux travailler. Tu sais, moi, je fais du leg press, je vais faire du hack squat, je vais faire du leg extension, des affaires de même. Mais mettons, moi qui veux faire du back squat, déjà en partant, j'ai une mobilité de cheville d'handicapé. Ouais, moi avec. Fait que je finis toujours par être super dominant au niveau de la hanche. Fait que mes fessiers ont toujours plus de tension que mes quads en bout de ligne, pareil. Fait que comme si je veux travailler mes quads, pour moi, le back squat, c'est pas optimal. Fait que tu sais, je pense qu'il y a un paquet d'exercices de même où est-ce que tu finis par compenser. Puis ça, c'est le bout aussi, où est-ce que justement, tu arrives à la fin de ton set, si tu veux vraiment te rendre à l'échec, ben, sur un exercice comme un squat, tu risques d'avoir plus de chances de te blesser, on va s'entendre. Ben oui. Puis c'est que il y a des grosses chances que ça soit pas tes quads qui te lâchent en premier. Ça va être genre ton core, ça va être ton dos, parce que là, maintenant, t'as de la misère à garder ton dos tête, fait que tu vas avoir le dos qui courbe, puis les risques de blessure augmentent beaucoup. Fait que sur des exercices plus complexes comme ça devient plus difficile de se pousser all out à l'échec. Est-ce que ça veut dire que c'est pas efficace pour prendre la masse puis que c'est des exercices de marde? Vraiment pas. Ça veut juste dire qu'il faut que tu l'appliques sur le bon contexte. Oui, puis c'est une bonne chose, ces exercices-là, justement. C'est comme on dit, oui, t'as beaucoup de risques de blessure, mais en même temps, c'est super bon pour potentialiser le fait de bien recruter tous tes muscles. Fait que c'est bien d'être capable de faire ton squat parce que, justement, tu recrutes beaucoup d'unités motrices. Fait que les mouvements qui sont justement pas... Tu sais, si tu fais que des machines, au niveau de si tu veux développer, mettons, tes fonctions musculaires optimalement, ben c'est moins optimal de faire juste des machines parce que tu risques de créer beaucoup de débalancements, tu vas peut-être hypertrophier plus facilement d'une place que de l'autre. Fait que c'est bon, mais si tu veux, j'aime pas le mot fonctionnel, mais c'est plus c'est ça fonctionnel de faire des poids libres, puis en même temps, si t'es quelqu'un non plus qui aime pas ça, on va dire avoir des splits d'entraînement où est-ce que t'entraînes tel et tel groupe musculaire, tel et tel groupe, ben ça te permet d'entraîner un peu tout en même temps. Fait que si ton objectif, c'est pas l'hypertrophie, mais t'es plus, mettons, tu veux perdre du gras ou juste te tonifier ou faire de l'activité physique, puis tu trouves ça plate, juste faire des reps assis sur une machine ou comme, tu sais, ben ça peut être une bonne option d'aller vers les poids libres, justement, parce que tu vas sentir que tu fais plus tout en même temps, tu vas ressentir peut-être que tu fais plus d'efforts parce que tu travailles un peu plus tout en même temps. Fait que dépendamment de ton objectif, tu sais, je dis pas que tu travailles nécessairement plus tout en même temps, mais juste le feeling que peut-être tu te donnes plus, peut-être que ça va te motiver aussi puis que tu vas plus apprécier ton entraînement. Fait que on s'entend comme, mettons, moi, je sais bien que j'aime le mind muscle connection puis j'aime ça sentir que je fais un effort. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment, comme tu dis, ça dépend de votre objectif, ça dépend de vos préférences. Fait que les deux sont bons dans des contextes différents. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, encore là, le terme fonctionnel, je suis moins un fan de ce mot-là. Ben c'est ça, je dis, j'aime. Mais c'est ça, mais juste parce que fonctionnel, c'est relatif pour tout le monde. Tu sais, pour toi, qu'est-ce qui est fonctionnel? Est-ce que c'est juste comme d'être capable de bien bouger, de pas te blesser quand tu vas faire du sport, quand tu vas jouer avec tes enfants, quand tu vas, peut-être que tu as à déplacer des meubles, je sais pas, tu as peut-être une job ma physique. définition de fonctionnel, c'est vraiment ça. C'est je fais des mouvements qui me permettent de renforcer mon corps et de l'aider de façon à ce que dans ma vie quotidienne, soit je sois plus souple, soit je sois plus forte, soit je sois plus mobile, whatever. Mais pour moi, c'est ça, être plus fonctionnel. C'est que ce que tu fais dans le gym va t'aider à prolonger la durée de temps que t'as pas mal partout quand tu fais des mouvements dans ta vie quotidienne. C'est ça. Puis que t'es capable de faire plus de mouvements, que t'es capable de soulever plus de charges dans ta vie. Fait que ça, pour moi, c'est être fonctionnel. Ouais, puis tu sais, comme, je pense que c'est ça, être fonctionnel pour beaucoup de gens aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça un peu, là, pour le côté longévité, puis ce qui est tout à fait correct. Puis c'est juste qu'il faut faire la différence entre, mettons, quelqu'un qui fait ça plus style pour justement, tu sais, longévité puis santé générale. Mais mettons un bodybuilder, un peu plus de compétition, ou qui veut vraiment juste, comme son objectif numéro 1, lui, c'est de prendre de la masse. Pour lui, ce qui est fonctionnel, ça va être ce qui met le plus de tension sur son muscle. C'est ça. Pas ce qui va travailler ses mouvements spécifiques. Non, exact. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est une question de contexte. Puis, mais ça, c'est le bout où aussi, tu sais, des compounds un petit peu plus style back squat, du bench, des affaires de même. Vu que ça travaille, tu sais, plusieurs groupes musculaires en même temps, ça c'est le bout. Des fois, si tu as moins de temps pour faire un entraînement, là, ça peut être des options qui deviennent un peu plus intéressantes parce que justement, tu vas travailler comme plusieurs groupes musculaires en même temps. Tu vas pas nécessairement toutes les travailler aussi intensément individuellement que si tu faisais peut-être plus des machines isolées, mais si tu as moins de temps, t'as pas le temps de toutes les faire individuellement de toute façon. Fait que tant qu'à ça, fais-en un ou deux qui vont comme tout jammer ça ensemble. Exact. Ça va peut-être être à ce moment-là. Si ton objectif, c'est pas l'hypertrophie, puis tu veux pas être le plus gros de la planète, ben je veux dire, t'es correct, là. Je veux dire, tu peux les intégrer, puis ça va même être bénéfique que tu intègres plus de mouvements comme ça pour ta vie quotidienne que tu fasses juste des machines. Non, c'est ça, exact. Fait que, encore une fois... Ça dépend! Ça dépend.
À part de ça, une question qui revient relativement souvent aussi, est-ce qu'on fait le cardio avant ou après l'entraînement? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Écoute, premièrement, ton cardio, si t'es obligé de... premièrement, je vous suggère de faire une forme de cardio que vous aimez. Là. Fait que avant ou après, c'est le même principe. Ça dépend de vos objectifs. Ça Avant dépend. ou après, avec ou sans partenaire, comme vous voulez. C'est ça, comme vous voulez. Moi, je préfère avec. Mais, mais c'est ça. Fait que ça dépend de votre objectif. Je veux dire, si tu veux travailler ta capacité cardiovasculaire, fais-le avant ton entraînement. Si tu veux juste faire des steps pour perdre du poids, tu peux le faire avant, après, pendant, n'importe quand dans la journée. Ça dérange pas vraiment. C'est vraiment, ça dépend. Là, fais-les quand... Mon plus gros conseil avec le cardio, c'est le meilleur moment pour le faire, c'est quand tu es capable de le faire. Quand tu es capable de le plugger dans ta journée puis que tu as le temps de le faire puis que tu veux le faire. C'est ça. Point. Si c'est pas quelque chose que tu aimes particulièrement. Puis sinon, ça dépend de tes objectifs. Là, je veux dire, c'est différent quelqu'un qui veut aller courir un marathon de quelqu'un qui, justement, veut juste augmenter les calories qu'il dépense dans une journée. Non, c'est ça, exact. Fait que c'est toujours ça dépend toujours de ton objectif principal, mais justement de ton horaire aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, comme, je pense que pour la grande majorité des gens qui veulent améliorer leur composition corporelle, qui veulent prendre un peu de masse musculaire, qui veulent perdre un peu de gras, si tu veux complémenter ça de cardio, je pense que ta priorité, veux pas, c'est que même si ton objectif, c'est de perdre du poids, surtout perdre du gras, on s'entend, tu veux avoir une masse musculaire en dessous de ça. Tu veux pas te ramasser comme un cure-dent. Fait que vu que t'as un objectif aussi de minimalement maintien, voire même développement musculaire, mais il va falloir que tu travailles ta masse musculaire. Il va falloir que tu essaies de l'entretenir ou peut-être même de la développer. Fait que pour ça, je te conseillerais de commencer avec ta muscu parce que tu vas être le plus frais, tu vas avoir le plus d'énergie. Puis après ça, tu vas pouvoir aller faire ton cardio de façon complémentaire juste pour augmenter un peu ta dépense énergétique. Mais si ta priorité numéro 1, c'est que tu vas améliorer ton cardio, tu vas aller courir, je sais pas, un demi-marathon, un 10, peu importe la distance, tu veux faire une grosse ride de vélo, tu veux faire une Spartan Race ou, tu sais, je sais pas. Là, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de muscles, fait que tu peux prioriser ton cardio parce que c'est ça ta priorité. Là, ta priorité, ça va devenir le cardio. Fait que comme là, commence avec, puis là, c'est plus tes entraînements musculaires qui vont devenir complémentaires. Fait que c'est juste une question de trouve c'est quoi ta priorité, puis vas-y en fonction de ça. Je pense que si, tu sais, c'est un objectif plus de composition corporelle, que tu le fasses avant ou après, ça va te prendre le même temps. Fait que rendu là, c'est pas une question d'horaire. Mais si vraiment, mettons, t'as juste le temps de faire un ou l'autre, ben là, je te dirais, commence peut-être avec la muscu, puis fais l'autre plus tard, tu sais, avant ou après, mais comme à un autre moment de la journée, là, genre faisant un le matin, puis fais l'autre le soir, ou vice-versa. Mais, fait que c'est ça. Fait que ça dépend majoritairement de ton objectif, ton horaire, mais vas-y en fonction de c'est quoi ta priorité, là, vraiment. Exact. Fait que ça dépend. Ça dépend. À part ça, high carb ou high fat? Ou un entre-deux? High carbs. J'aime les carbs. Voilà, prochaine question. Non, pour de vrai, encore une fois, ça dépend. Ouais. Mais si tu manges assez de protéines dans ta journée, comment tu répartis le reste de tes calories? Mettons que tu n'as pas de problème métabolique quelconque, que tu n'as pas de problème de neurotransmetteurs, de fonction, de... Peu importe, que tu n'as pas de problème en général avec ta santé, que tu sois high carbs ou high fat, généralement, si on parle juste en termes de recomposition corporelle, ça fera pas grande différence. Pourquoi? Parce qu'on se souvient que la seule chose qui est importante, pas la seule, mais la principale chose qui est importante dans l'entraînement, l'alimentation, pour une perte de gras, c'est un déficit calorique. Puis même pour une prise de masse, ça va être un surplus, là, mais c'est plus le total. Là. C'est ça, c'est plus le total. Puis votre déficit calorique, je le répète, c'est pas chaque jour. Oui, vous cherchez à avoir un déficit calorique chaque jour, mais ça se calcule plus sur une semaine, mettons. Fait que c'est pas parce que vous êtes en surplus une journée, si vous êtes capable de comme compenser le reste de la semaine, pas compenser, mais que vous suivez votre plan le reste de la semaine. Si vous n'êtes pas comme 8000 calories au-dessus, généralement, vous ne devriez pas capoter avec la journée que vous êtes peut-être en maintien ou un peu en surplus. Votre corps est beaucoup plus complexe que juste déficit calorique aussi, fait qu'il y a un paquet d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Fait que c'est pour ça que c'est un peu compliqué de... C'est pas juste le déficit calorique, mais non, c'est ça. Bottom line, déficit calorique. Fait que pour la question de est-ce que c'est mieux high fat ou high carbs, si tu manges assez de protéines, que tu as un bon sentiment de satiété, les high carbs peuvent t'aider au niveau de ta digestion. Fait que si tu es plus constipé, des trucs comme ça, plus de fibres, ça pourrait t'aider. Si tu es quelqu'un qui... peut-être quelqu'un qui est stressé aussi, les carbs, ça va être très bon pour toi. Pour, encore une fois, question de
de création de neurotransmetteurs, etc. Si tu es quelqu'un qui n'a pas un très gros appétit, peut-être que le high fat va être mieux pour toi parce que c'est plus facile de rentrer des calories en mangeant moins d'aliments. Fait que quelqu'un qui a pas beaucoup d'appétit, qui doit rentrer beaucoup de calories, ça peut être une bonne idée d'aller vers plus les gras que les carbs. Et ben bottom line, ça dépend juste de qu'est-ce que vous aimez manger. Il n'y a pas de meilleure diète vraiment. La meilleure diète que vous pouvez avoir, c'est celle sur laquelle vous allez être capable d'adhérer. Fait que si tu es capable d'adhérer à cette alimentation-là toute ta vie, tu sais, dès que tu essaies d'adopter une méthode d'alimentation, il faut que tu te poses la question, est-ce que je me vois faire ça pendant les 10, 15, 20 prochaines années? Si ta réponse est non, ben tu n'as clairement pas trouvé la bonne alimentation pour toi. C'est ça. Est-ce que si tu veux atteindre un objectif précis dans le temps, est-ce que c'est possible de vouloir plus te restreindre? Puis oui, mais encore une fois, high fat ou high carbs, ça va dépendre de qu'est-ce que ton corps gère le mieux. Fait que, qu'est-ce que tu gères le mieux, qu'est-ce que tu préfères faire et qu'est-ce que tu vas être capable de faire à long terme, c'est pas mal juste ça qui va déterminer est-ce que high fat ou high carbs, c'est mieux pour toi. C'est ça. Parce que dans les faits, pour ta santé en général, aie assez de protéines, mange assez de légumes, puis assure-toi que ta digestion est bonne, que tu as de l'énergie. Ce qui te procure le plus d'énergie, qui t'apporte une bonne digestion, que tu es capable de maintenir, c'est pas mal ça qui va déterminer est-ce que toi, tu réagis mieux au high fat ou au high carbs. Ouais, puis ça, tu sais, c'est un bon indicateur aussi. Tu sais, est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as de l'énergie? Est-ce que tu as des bonnes performances dans tes entraînements? Est-ce que tu digères bien? Comme, c'est tous des facteurs qui sont importants et tous des facteurs qui sont largement impactés par ce que vous allez manger. Ouais. Fait que, tu sais, comme moi, j'en ai parlé, là, la première semaine et demie que j'avais essayé de faire le keto, là, moi, ma digestion était non existante. Genre, constipé as fuck. Ben, t'as pas de fibres. J'ai pas de fibres, puis j'évacue beaucoup d'eau. Fait qu'à un moment donné, comme les selles, là, ça fonctionne pas. Fait que, tu sais, ça finit par se placer. Mais faut quand même, c'est quand même le genre d'affaire auquel qu'il faut que tu prennes en considération quand tu commences. Fait que, tu sais, quand j'ai recommencé à manger des carbs, ça a aidé beaucoup. Tu sais, tu commences à rentrer un peu plus de riz, un peu plus de gruau, des affaires de même qui sont très fibreuses, des patates, comme, c'est bon de manger des patates en passant. Je sais qu'on l'a déjà mentionné, mais je le rementionne. Fait qu'il y a plein d'affaires de même qu'il va falloir que tu prennes en considération. Moi, j'ai longtemps pensé que je performais mieux sur du low carb parce que j'avais l'impression que quand je mangeais des carbs, ça m'endormait. Je me suis rendu compte que je mangeais juste pas les bonnes carbs. À un moment donné, en faisant des meilleurs choix de carbs, je me rends compte que je performe crissement mieux quand je suis high carb finalement. Les checks, Simon, ça fait spiker ton insuline. Oui, mais j'en prends. Le pire, c'est qu'en ce moment, ça fait des semaines que j'en ai pas pris. Je suis bien gros sur le gruau en ce moment. Mais oui, ça, j'ai des phases de comme qu'est-ce que j'aime manger. Des fois, je suis comme je mange juste du riz tout le temps parce que ça me tente. Là, ces temps-ci, j'étais comme bien pognée sur les vermicelles de riz, là, genre les nouilles de riz. Bon, c'est tellement bon. C'est des fois, je suis genre OK, je veux juste manger des patates. Des fois, je suis genre je veux du gruau tout le temps. Puis des fois, je suis comme gruau. Comme fait que ça aussi, c'est correct en passant. Là, ça se peut que vous ayez comme des passes, là. Des petites passes, là. It's just a phase, mom. Yeah. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, allez-y vraiment vers ce que vous préférez. Si vous aimez vraiment ça, être high fat, puis vous vous sentez bien, vous avez de l'énergie, votre digestion est bonne, puis comme vous avez des bons entraînements, fuck, allez-y. Moi, je m'en fous. Bottom line, si toi, t'aimes ça. C'est ça qui est important. Puis t'es capable d'atteindre tes objectifs avec ça aussi. C'est ça. Mais tu sais, ça, c'est le bout aussi, où même si... Tu sais, mettons, là, on parlait peut-être un petit peu plus dans une optique de perte de gras, mais même dans un objectif de prise de masse. Je pense qu'on va avoir souvent tendance à prioriser un peu plus de carbs quand on va vouloir monter les calories, juste parce que justement, souvent, ça a tendance à améliorer un peu les performances aussi. Mais à un moment donné, des fois, quand les calories s'en viennent très hautes, des fois, ça devient difficile de rentrer plus de carbs, parce qu'à un moment donné, quand tu t'en viens dans le 3, 4, 500 grammes de carbs, dépendamment des personnes, ça commence à faire de la bouffe à rentrer. Surtout si tu essaies de garder tes calories le plus clean possible. À un moment donné, comme rentrer 300-400 grammes de riz patate, ça commence à faire de la bouffe. Là. Fait que des bonne fois... assiette de guacamole, là. Ouais, c'est ça. Mais des fois, rentrer un peu plus de gras, ça peut aider. Tu sais, de l'avocat, ça peut monter vite, puis ça bourre pas vraiment. Puis les gras, by the way, là, parce que j'ai eu quelqu'un... il y a eu quelqu'un qui est venu au Shop Santé, comme il y a une couple de semaines, je sais pas trop quand, là, puis cette personne-là était en surpoids, essayait de perdre du poids, et avait commencé à faire une diète cétogène. Mais une diète cétogène, genre commerciale, genre je mange du bacon puis du beurre tout le temps. Là, il est allé voir son médecin, il a des problèmes de foie. C'est ça. Des gros problèmes de foie. Il est comme, mais j'ai perdu du gras, mais là, comme mon médecin m'a dit, il faut que je prenne autre chose parce que... Puis cette personne-là avait peur de manger des fruits et des légumes parce que supposément qu'il y avait trop de glucides et trop de sucre dans les fruits. On reviendra pas là-dessus, là, on le dit à tout bout de champ, mais juste un petit bémol sur la diète cétogène, s'il vous plaît, de grâce, consultez quelqu'un de compétent, un nutritionniste, naturopathe, coach, n'importe qui est
très, très compétent en termes d'alimentation. Je conseille fortement un nutritionniste pour aller faire de la diète cétogène parce que non, mettre du beurre dans ton café puis genre manger du gras de bacon, c'est vraiment, ça peut être vraiment, vraiment nocif pour ta santé. Ça se peut que tu perdes du gras, mais je veux dire, si ton foie fonctionne pas bien parce que tu as pris trop de mauvais gras, quand on dit de gras, c'est justement ça, c'est des noix, des avocats, ça peut être du beurre d'amande. Des bonnes huiles. Des bonnes huiles, pas de l'huile de canola. Non, c'est ça. C'est du gras naturel dans la viande, genre du saumon. Oui, exactement, du saumon, c'est plus gras, de la viande rouge, c'est plus gras. Fait que c'est pas de prendre des gras transformés ou comme d'aller chercher plus de gras que ce que tu en mangerais normalement, c'est vraiment juste d'aller prendre des aliments qui sont considérés comme plus denses en calories, mais qui sont quand même pas transformés et qui sont quand même bons pour la santé en général. Fait que faites juste attention, s'il vous plaît, quand vous commencez des affaires de même. Là. J'ai vraiment rien contre la diète cétogène. Ça peut être super bénéfique pour beaucoup de personnes, à condition que ce soit fait intelligemment. Non, c'est ça. Moi, en tant que tel, j'ai rien contre la diète cétogène. J'ai quoi contre les gens qui font la diète cétogène, qui le font pour les mauvaises raisons et qui le font mal. Oui. C'est surtout ça. Il y a tellement de produits transformés là, que juste parce que c'est écrit keto dessus, t'es comme, mais t'as-tu conscience de ce que tu... Écoute, j'avais déjà vu, genre, au Costco, là, quelque chose qui était étiqueté keto. Il y avait, genre, autant de carbs que de gras dedans. Je sais, il y en a tellement! J'étais comme, mais c'est pas ça, keto. Genre, ça marche pas. Tu peux pas avoir autant de carbs que de gras si tu veux que ton corps aille dans ses réserves de... En tout cas. Bref, faites-les comme du monde. Puis les produits dérivés écrits keto dessus, je vous confirme que c'est pas des produits keto. Là, non, c'est ça. Tes genres de biscuits, muffins keto, là. C'est pas ça, la keto, bon, là. Je m'excuse, là, si tu faisais une vraie keto, là, genre t'as été diagnostiqué d'Alzheimer, de cancer, whatever, faut que tu fasses la diète pour aider ton cas. Ils vont pas te donner ça. Ils vont pas te donner des muffins keto, là. Ils vont te donner genre des huiles, des avocats, des noix, des affaires de même, de la viande grasse, mais comme that's it, là. Fuck tes affaires fucking transformées, là. À un moment donné, si tu ressens tant le besoin que ça d'aller chercher des affaires style muffin, biscuits, keto, juste parce que tu veux pas manger de carbs, je m'excuse, tu fais pas bonne affaire. Tu craves des affaires que tu te prives innocemment de t'enlever, là. Ouais, puis je veux dire, t'es mieux avec une assiette de patates qu'avec un faux muffin qui a trop de gras pour ce qu'il devrait avoir, puis en tout cas... Fait que ça, c'est moi qui ventile un peu sur les gens qui font les diètes, là. Non, faites attention, en fait. Je vais être gossante avec ça, mais moi... On est habitué. Oui, c'est ça. Mais vu que je travaille avec du lifestyle, tu sais, moi, mon but... Oui, c'est de te mettre en shape, mais c'est surtout de faire attention à ta santé à long terme. Fait que je veux dire, les gens qui commencent à faire... Tu sais, moi, ma mère était bien forte, ses cures de soupe aux choux à un moment donné, là. De comme, tu manges juste de la soupe aux choux pendant une semaine pour... Elle devait péter que le tas. Je sais pas. Mais en tout cas, fait que tout ce genre de diète ultra restrictive-là, où que t'es obligé de couper un paquet d'affaires, ça se peut que tu perdes du gras avec ça. Oui. Mais je veux dire, c'est pas bon pour ta santé. Ton corps a besoin d'avoir des nutriments, ton corps a besoin d'avoir de la nourriture, ton corps a besoin d'énergie, de fuel. Fait que oui, tu vas atteindre un déficit calorique, mais pas n'importe comment, puis pas au péril de ta santé, puis de la santé de tes fucking organes. Je veux dire, quand c'est rendu que tu te calisses de ton foie parce que tu veux faire l'hostie diète keto, à un moment donné, je veux dire, soyez logique, là, sacrément. Je veux bien, là, la perte de gras, mais t'es autre chose que juste une shape. Oui, je suis dans ma semaine. Non, mais c'est correct, ça va te faire un excellent extrait, ça. Fait que c'est ça. Fait que faites attention à votre santé, vous en avez juste une. Puis comme, je suis tellement tannée dans mon entourage d'avoir du monde qui attendent d'avoir des diagnostics vraiment en poche pour comme allumer puis se prendre en main puis mais je veux perdre du gras mais je sais pas comment. Tu le sais comment, je veux dire, on le répète tout le temps là. Mange plus de protéines, mange des légumes, mange des fruits, fais attention à ta santé, fais un peu d'activité physique. Tadam, t'as une perte de gras. Voilà. C'était excellent, j'ai adoré ce segment-là. Merci. Fait que on peut même faire un parallèle tout de suite, je l'avais pas pris direct, je l'avais pas pris en note direct après, mais comme ça va faire un bon segment là, plus pour le côté bulk justement là, comme prise de masse musculaire. Des fois, tu sais, est-ce que ça serait mieux de faire un clean bulk, un dirty bulk? À quel point est-ce que tu vas chercher peut-être un petit peu plus, tu commences à aller chercher un peu plus de produits transformés comme... Écoute, moi je te dirais, si t'es un hard gainer, tu fais ce que tu peux. Ce que tu peux, ouais. Tu fais ce que tu peux, fait que tu y vas avec... Tout le temps, ça dépend qu'est-ce qui fonctionne avec toi. Idéalement, t'essayes... C'est parce que généralement, les gens qui veulent prendre de la masse, pas des gens qui se soucient tant que ça de leur santé. Comme, il y en a que oui, mais quelqu'un qui veut aller vers une dirty bulk, son objectif, c'est pas nécessairement de rester en santé, c'est je veux être gros là, comme rapidement, puis c'est super correct, là. Idéalement, moi, je dirais, vas-y avec une clean bulk, parce que c'est quand même pas optimal de mettre un paquet de cochonneries dans ton corps, mais ceci étant dit, si ton objectif, c'est de grossir, tu fais ce que tu dois faire pour grossir. Fait que si tu fais ce qui fonctionne avec toi, des fois, malheureusement, tu essaies d'avoir l'option la plus santé, mais il y a des gens qui sont hard gainers, puis ils vont fonctionner mieux avec des calories moins clean. Fait que je veux dire, ton client veut prendre de la masse,
tu fais ce que t'as à faire. Non, c'est ça. Puis je me souviens, je vais ramener Lane Norton parce que c'est mon good buddy. Je l'écoutais à un moment donné. Ouais, c'est ça. Fait que je l'écoutais dans un podcast à un moment donné, puis il parlait qu'il y a un gars que lui il connaissait qui était crissement en shape, mais pour maintenir cette shape-là, il devait manger genre 6-8 000 calories par jour parce que sinon il perdait de la masse comme de même. Tu sais, un vrai hard gainer. Puis il disait, mais il mangeait 6-8 000 calories clean. C'est énorme. C'est beaucoup de bouffe. Puis il dit à un moment donné, il est venu me voir parce qu'il était comme « Hey, j'ai vraiment de la misère avec ma digestion, je me sens comme gonflé tout le temps, j'ai vraiment de la difficulté, j'ai vraiment mal au ventre. » Puis là, il regardait son alimentation, puis il était comme « Bro, tu fonctionnes avec genre 150 grammes de fibres dans ta journée. You're literally full of shit. Fait qu'il était comme « J'y ai dit pour vrai, diminue un petit peu ta quantité de clean carbs, va chercher des carbs peut-être un petit peu moins quote-unquote clean. Puis ça va aider ta digestion. Il est redescendu à peut-être un 80-100 grammes de fibres dans sa journée. Et là, il se sentait beaucoup mieux. Fait que, tu sais, des fois, il y a ce côté-là aussi. Les gens qui disent que, tu sais, être en bulk, ça doit être vraiment plus nice parce que tu peux manger plus de bouffe. Ça dépend pour qui. Il y a des gens qui ont plus de facilité à prendre du poids puis prendre la masse musculaire. Fait qu'ils n'ont pas besoin de bulk, de monter leurs calories tant que ça. Si t'es capable de bulk à 3-4 000 calories, t'es bien. T'es relativement bien. Puis, tu sais, pour, mettons, des filles qui sont plus petites, il y a des grosses chances que ça soit jamais. Ça se rende même pas à 3000, tu sais. Fait que, tu sais, dépendamment, t'es qui. Mais pour les. Je vais dire les gars parce que c'est plus les gars qu'on va voir monter dans les très 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 hautes calories comme ça. Comme à un moment donné, il y a un maximum de clean bouffe que tu es capable de rentrer, puis ton système digestif continue de bien fonctionner aussi. À un moment donné, si à chaque repas que tu rentres, tu as des reflux, puis tu es à la veille de le vomir parce qu'il y a trop de bouffe qui rentre, ou comme justement tu te sens tout le temps ballonné parce que tu es littéralement plein de marde parce que tu as trop de fibres dans le corps, ben comme c'est de trouver l'espèce d'entre-deux que tu vas être capable de tolérer. Moi, je me souviens, la veille de mon photoshoot, je faisais un carb-up. Je vais le spécifier vite juste parce que je m'étais fait poser la question avant le photoshoot aussi, quand je disais que j'avais un carb-up. Un carb-up, c'est juste que comme tu vas remonter beaucoup tes glucides la veille du photoshoot pour dire que tu remplis tes réserves. C'est ça, j'ai vidé mes réserves de glycogène dans les dernières semaines parce que mes carbs étaient très basses. Fait que comme la veille, on essaie de remplir ça le plus possible pour que les muscles aient un look un petit peu plus gonflé. Fait que bref, j'avais passé j'avais comme 50 grammes de carbs par jour avant, dans la dernière semaine avant, où je suis monté à genre 200, 250 je pense, le jour même, quelque chose de même, limite 300, en tout cas j'avais remonté pas mal par rapport à ce que j'avais avant. Puis je me souviens, comme vu que j'étais rendu habitué de vraiment pas manger beaucoup de carbs, là je me ramassais avec du genre 100 grammes de gruau, 350 grammes de riz dans mes repas. Comme moi j'étais habitué de faire avec comme 100 grammes de riz puis un genre 30 grammes de gruau. Là genre quadruplais ce qu'il fallait que je mange en une journée. C'était énorme, puis mon système digestif il était comme... Il a pas aimé ça. Yo, qu'est-ce que tu fais? Fait que c'est niaiseux, mais tu sais, comme pour m'aider le plus possible, tu sais, mettons, au lieu d'aller chercher genre un 75 grammes de carbs avec du riz, j'allais me chercher genre un 55-60, mais je mettais un petit peu de sirop d'érable dedans. Tu sais, juste pour aller chercher comme un petit peu de carbs facile. Je le calculais vraiment comme au millilitre près pour s'assurer que je sois au bon montant, mais comme, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, comme, à un moment donné, il y a des affaires de même que faut que il y a peut-être un petit peu de lousse qu'il faut que tu te donnes pour essayer d'être le plus... tu sais, de performer puis d'être capable de bien te sentir aussi, là. Fait ben, c'est ça. Encore une fois, c'est une question de ça dépend. Voilà. Post-workout, est-ce qu'on prend un shake ou est-ce qu'on prend un actual repas? Ça dépend. Ça dépend. On vous l'a dit, c'est ça tout le long du podcast, mais... Vous allez l'entendre à peu près 72 fois. Ouais, on pourra faire un montage de toutes les fois qu'on dit ça dépend. Mais ça, écoute, si, mettons, t'es pas quelqu'un qui, en passant, t'as pas d'anabolic window, là, t'es pas obligé de prendre un shake direct après ton entraînement, là. Non. Ton corps va te le dire quand il a faim puis quand il a envie de manger après ton entraînement. Fait que, premièrement, écoute ça. Tu vas pas perdre de la masse musculaire parce que t'as pas avalé un shake à la fin de ton workout. C'est très correct. Et si t'es quelqu'un, encore une fois, qui a de la difficulté à manger beaucoup dans sa journée, peut-être que pour justement ingérer plus de calories, ça va être plus facile pour toi de prendre un shake ou comme quelque chose de liquide post-workout. Si, exemple, dans ton horaire, ça s'approche d'un de tes repas, ben t'es mieux de manger de ton repas que d'aller vers un shake. Puis si ton shake va t'empêcher de manger ton repas parce que c'est comme trop collé sur ton prochain, si t'aimes pas ça, prendre des shakes puis que t'aimes mieux manger tes calories, mange tes calories. Fait que c'est vraiment selon qu'est-ce que tu es capable, qu'est-ce que tu vas bien digérer, qu'est-ce que ça va te tenter aussi, qu'est-ce qui est plus facile pour toi à porter. Si tu es quelqu'un qui est, tu
tu sais, t'es beaucoup sur la route, tu te promènes, t'as pas nécessairement tout le temps l'opportunité de t'amener un repas avec toi non plus. On n'a pas tous des frigos comme au CSM dans le gym. Non, c'est ça. Fait que si ça, c'est pas possible, ben c'est sûr que t'amener un sachet de protéines, j'allais dire de poudre. Je t'ai vu l'hésitation. Un sachet de protéines. Ou juste dans ton shake, puis après ça, tu rajoutes de l'eau, du lait, whatever. Fait que moi, ça serait pas mal ça mon conseil pour ton post-workout. C'est vraiment qu'est-ce que tu vas digérer le mieux, qu'est-ce qui s'amène le mieux, qu'est-ce qui est le plus facile à prendre pour toi, puis selon ton horaire, qu'est-ce qui fait mieux pour pas négliger tes autres repas. Non, exact. Puis tu sais, comme ça, c'est une affaire que je dis toujours en évaluation aussi. Tu sais, j'ai toujours une question comme supplément, c'est quoi les suppléments que tu prends? Puis si je vois que les clients prennent pas de... J'y prends toutes! Ouais, c'est ça. Je vais prendre en note ceux que tu prends pas, ça va être moins long. Ça va être moins long. Tu sais, j'en ai quand même quelques-uns, là, des clients qui prenaient pas ou qui prennent pas actuellement de la protéine en supplément, ce qui est tout à fait correct. Puis tu sais, je leur dis toujours la même chose. Je dis, tu sais, la protéine, les suppléments de protéines, je les trouve très pratiques parce que c'est de la protéine de qualité. Tu vas aller chercher. C'est vraiment facile à transporter, c'est facile à prendre, tu n'as pas besoin vraiment de comme prendre le temps de t'asseoir, tu peux juste comme boire ton shake en même temps que tu fais whatever. Justement, tu finis ton workout, faut que tu partes tout de suite, tu peux le prendre dans ton char, ça se fait bien. T'as pas d'appétit, ben t'as de la misère à manger plus de protéines, ça se prend bien. Exact, ça peut être facile, ça peut être quelque chose pour te faciliter la tâche un peu à ce niveau-là. Fait que j'aime beaucoup la protéine en supplémentation pour le côté pratique. J'aime beaucoup la protéine en supplémentation parce que, honnêtement, j'aime ça, je trouve ça bon. Puis je veux juste répéter qu'est-ce que tu as dit, c'est de qualité. De qualité, c'est ça. C'est pas nocif pour vos reins. Moi, c'est drôle, ça me fait rire les gens qui me disent que genre, mais je peux pas croire que tu prends de la protéine en poudre, voyons, en poudre, c'est sûr que, mais tu vas mettre de la farine dans je sais pas quoi, puis comme ça, c'est chill, par exemple. Fait que, regarde. Puis juste pour vous faire une petite parenthèse, parce que ça a l'air d'être le sujet de l'heure, là, au Shop Santé, là, puis tout le monde capote là-dessus, mais le sucralose, là... C'est correct d'en manger. À moins que comme tu te sentes ultra ballonné, que tu te sens vraiment comme de la merde à chaque fois que tu manges du sucralose, là, ça veut peut-être dire que tu fais partie de l'infime pourcentage de la population qui n'a pas un microbiome intestinal qui est fait pour digérer ça correctement. Ouais. Encore une fois, tout le monde n'est pas cœliaque non plus. Fait comme ça se peut que toi, ça te fasse pas. Tu vas le savoir. Si ça te fait pas, ton corps va te le dire. Encore une fois, il faut que tu regardes de l'écouter parce que c'est sûr que si tu manges juste de la merde, ça, c'est pas nécessairement le sucralose. Mais c'est ça. Ceci étant dit, si tu manges vraiment clean puis que tu te rends compte que quand tu prends du sucralose, tu fais le moyen, OK, peut-être que pour toi, c'est pas optimal. Ouais. Ceci étant dit, le sucralose, en règle générale, n'est pas ton problème de pourquoi tu perds pas de gras. C'est pas nocif pour ta santé non plus, à moins que tu te fasses des tracts de sucralose comme toute la journée. Non, c'est ça. Puis encore là, je connais du monde qui en ont pris comme des quantités industrielles puis they are fine. Comme they are very fine. Fait que c'est pas le sucralose que tu mets dans ton café le matin ou comme qu'il y a dans ta protéine qui, à moins que tu consommes genre 6 scoops de protéines par jour, en plus de ce que tu consommes. Là, ça commence peut-être, ou tu sais, mettons, tu prends des EAA avec des greens, puis comme tu prends 3-4 produits en poudre, puis ils ont tous ultra beaucoup de sucralose, là, ça se peut que ça soit pas optimal. Encore une fois, est-ce que c'est grave? Non. Si tu le digères bien, ça va bien. Pour la santé, c'est correct, mais c'est pas optimal. Essaye de manger plus que ce que tu prends en poudre, mettons. Non, c'est ça, mais l'affaire qui arrive beaucoup avec les édulcorants, là, c'est que, puis tu sais, il y a études qui démontrent ça, là. Oui. Je pense que pratiquement les seules études qui ont démontré qu'il pouvait avoir des effets néfastes avec les édulcorants, ont été faites sur des rats. Ça n'a pas été répliqué sur des humains. L'autre affaire qui arrive, c'est que les dosages qu'ils ont donnés aux rats étaient genre 1000 fois plus que ce qui est recommandé de consommer dans une journée. N'importe quoi que tu consommes 1000 fois plus que la dose recommandée est nocive. Je veux dire, si tu prenais, tu sais, mettons, moi je recommande de boire peut-être 2-3 litres. 2-3 000 litres d'eau! C'est ça, mais si t'es rendu que t'en prends 1000 litres d'eau dans ta journée, je m'excuse, you drowned, comme t'es mort. Tu t'es noyé. Tu meurs. Fait que même l'eau pourrait te tuer en prenant 1000 fois la dose. Fait qu'à un moment donné, ça se peut que si tu prennes quelque chose 1000 fois plus haut que ce qui est recommandé, ton corps va peut-être pas triper. Fait que là, on retourne aux humains, tu sais, comme nous autres, là. Ouais. Our people. Can you prove it? Ouais, c'est ça. Ben, tu t'identifies peut-être pas comme un humain, là, mais... OK, bref. Je rentrerai pas dans ce débat-là aujourd'hui. I identify as a bloodbath. La scène dans The Shining quand les portes d'ascenseur ouvrent. C'est moi. Fait que... Je m'excuse tout le monde, c'est dégueulasse. Ah, c'est pas grave. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça drôle. Si vous avez pas trouvé ça drôle, vous avez juste pas un bon sens. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, comme quand on retourne plus en pratique avec les humains, les affaires qui ont des sucraloses dedans,
l'affaire qu'il faut garder en tête aussi, c'est que ça a toujours comme 100 à 1000 fois moins d'édulcorants dedans que de sucre parce que ça goûte vraiment beaucoup. Oui. Fait que les dosages qui sont dedans sont minimes. On en a parlé dans le podcast avec Martin, mettons dans les fit sauce. Oui. Il y en a dedans, mais il y en a tellement pas qu'il pourrait quasiment ne pas l'écrire, puis comme ça changerait rien. Mais comme sur des affaires de même, tu sais, tout ce qui est... puis là, on parle de sucralose, mais ça pourrait être du stevia, ça pourrait être de l'aspartame. Mais c'était ma prochaine question, Simon, on l'a pas mis, mais stevia versus sucralose? Ben, c'est ça. Écoute, rendu là, je suis vraiment pas assez connaisseur sur la différence entre les deux. Ceci étant dit, c'est pas parce que le stevia, ça vient d'une plante que c'est automatiquement meilleur pour la santé. La cocaïne aussi vient d'une plante. C'est ça, comme je veux dire, naturel ne veut pas dire bon pour la santé. Et comme dirait Martin, tout est chimique. L'air que tu respires est chimique. Exact. Fait que, le bois, c'est un composé chimique. Toi, t'es chimique. Toi, t'es chimique. Toi, t'es toxique. Oui, des fois. Des fois, c'est vrai. C'est pas vrai. Mais non, des fois, c'est vrai. Ça, je vais m'assumer. Là. Mais c'est ça, puis tu sais, comme juste, j'en avais déjà parlé aussi pour les édulcorants, mais tu sais, comme, il y a des études qui démontrent que pour, mettons, à 2 groupes contrôle, un qui prend de l'eau, puis un qui prend des édulcorants, des fois, le groupe qui prenait des édulcorants a des meilleures améliorations de marqueurs de santé par après. Pas parce que les édulcorants sont meilleurs pour la santé, juste parce que souvent, c'est plus facile d'adhérer au plan, fait qu'ils adoptent des meilleures habitudes de vie autour, ils vont peut-être moins au resto, ils vont peut-être moins cheater, parce qu'ils sont capables de calmer un craving avec ça, fait tu sais, si t'as besoin d'un peu de sucralose sur tes galettes de riz pour ne pas t'enclencher une boîte de gâteaux, là... Rendu là, c'est quoi le pire? C'est ce que j'appelle un choix santé. C'est ça. Puis c'est drôle parce que j'en parlais avec un client dernièrement, je pense. Puis il me disait comme moi je prenais genre je sais pas, mettons canette de liqueur diète X, là, peu importe laquelle. Là. Puis il me disait je prenais ça. Puis il y a quelqu'un avec qui je travaille qui était comme mais là l'aspartame c'est pas bon, ça va te fucker, ça va te donner le cancer. Mais lui après ça il va se clencher 2-3 canettes de Pepsi full sucre. Puis il est comme tu sais, je veux dire, rendu là... C'est parce que c'est ça, souvent, les gens qui capotent avec le sucralose, c'est du monde qui ont même pas leurs habitudes de vie, genre handle comme du monde. C'est du monde qui mange de la merde à peu près vraiment souvent. Ou sinon, c'est ça. C'est rarement j'ai rarement vu des gens avoir une bonne alimentation capoter raide avec le sucralose. Comme généralement, c'est des gens qui ont pas de connaissances vraiment d'alimentation. Ouais. Puis tu sais... On vous blâme pas, là, je veux dire, c'est pas accessible tant que ça à tout le monde. Non, c'est pas facile de comprendre comment l'alimentation fonctionne. Le corps humain est ultra complexe. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de vous démystifier ça un peu, mais je veux dire, si t'as pas peur de manger du fast-food 1, 2, 3 fois semaine et plus, fast-food X, Y, Z, puis ça, j'inclus même si ton fast-food, il a l'air clean, là. Je te confirme que les sauces taille, il y a du sucre en tabarnak dedans, là, même si c'est un sauté de légumes. Là. T'as beau aller au poulet rouge, c'est crissement plus calorique que si tu te l'étais fait. Voyons, si tu te l'étais fait à la maison. Voilà. C'était en tout cas. Fait que je ne finirai pas cette phrase. Non, bonne idée. Puis c'est ça. Fait que si t'es pas inquiété par tous les additifs que tu peux avoir, que tu ne contrôles pas dans la nourriture que tu achètes des fast-food ou même des restaurants, mais tu capotes avec ton sucralose, t'as des problèmes de priorité. Puis je vais dire quelque chose que vous aurez le droit de répéter à quiconque veut bien vous passer des commentaires là-dessus. Là. Si t'es pas informé ta gueule sur peu importe quel sujet, ferme ta gueule. Pose des questions. Pose des questions. Pose des questions pour te renseigner. Oui. Mais fais pas juste émettre une opinion basée sur absolument rien. Je sais pas si vous avez remarqué, il me proclame pas trop souvent sur mes opinions sur la thermonucléaire. Moi non plus. Parce que j'en connais pas vraiment. Je connais le mot. Je sais que ça existe. Puis même dans notre domaine, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est tout le temps nuancé dans tout ce qu'on dit. En tout cas, du moins, on essaye fort, fort, fort. C'est pour ça que nos réponses, c'est toujours... Ça dépend du contexte, ça dépend de la personne, parce que c'est tellement complexe, il n'y a pas de one size fits all, puis il n'y a pas de une bonne réponse, puis les études scientifiques, c'est le fun de plugger, il y a des études, mais l'affaire, c'est qu'il y a des études pour toutes. Faut que tu sois capable de lire une étude scientifique pour le comprendre, puis je ne proclame pas que je suis capable. J'ai accès à des gens qui sont capables de le faire et qui peuvent me l'expliquer, heureusement. Mais moi, tout seul, je veux dire, je suis capable de faire des déductions de certaines études, mais est-ce que mes déductions, encore une fois, vont être une question de ma perception et de comment moi, ce que j'ai moi déduit de l'étude. Fait que, est-ce que ça peut être biaisé? Totalement, même si c'est moi. Fait que, si vous avez des opinions, c'est correct, mais vous pouvez pas proclamer ça, c'est ça, à moins d'être capable de vous backer correctement, puis même encore là,
assurez-vous que votre opinion n'est pas biaisée parce que c'est facile de se baquer avec des études pour n'importe quoi. Je veux dire, je pourrais te proclamer aujourd'hui « Hey, le sucralose, c'est vraiment mauvais », puis trouver des study cases là-dessus. Ça ferait pas nécessairement du sens parce que toi, tu peux m'arriver avec des études... Ça bat pas toutes les méta-analyses, tu sais. Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des différences entre des study cases, des méta-analyses. Fait que faites attention quand vous proclamez des affaires ou quand vous lisez des trucs sur Internet. On l'avait déjà mentionné. Essayez d'avoir 2-3 sources d'informations pour vous faire une tête avant de dire « Ben ça, c'est ça ». Ouais, c'est ça. Puis faites la différence aussi entre une actual étude et un article publié par quelqu'un. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. J'avais publié une vidéo TikTok il y a pas super longtemps, là, il y a une couple de semaines où est-ce que je parlais de comme le genre de training que Martine puis moi on avait fait en fin de prep pour minimiser la fatigue le plus possible. Je parlais que je priorisais un moins haut volume, un peu plus de charge, un peu moins de répétition, puis comme j'expliquais un peu le pourquoi derrière, puis il y a quelqu'un qui m'avait répondu comme mais tu sais je pense pas que c'est une bonne idée de faire de la haute intensité en fin de prep parce que t'es déjà assez stressé, fait que t'as plus de risque de te blesser si tu fais ça. Puis j'étais comme moi j'ai pas trouvé d'études, puis j'ai regardé, j'ai pas trouvé d'études qui comparent faire du haut volume versus de la haute intensité, puis qui compare les risques de blessure entre les deux. Ce que j'ai trouvé, c'est des études qui regardaient la différence entre... qui regardaient des entraînements en HIIT, tu sais, genre du High Intensity Interval Training. Puis ça, il y avait certaines études qui démontraient qu'il y avait peut-être un peu plus de risque de blessure. Mais c'est pas la même chose. J'ai rien trouvé juste sur l'entraînement musculation à haute intensité. Fait que moi, mon argument, c'était plus... moi, je serais peut-être même prêt à dire que ça va être l'inverse. Plus tu fais du volume, plus tu accumules de fatigue, plus il y a de chances que... ta perception de l'effort augmente, fait que ça se peut que tu compenses avec d'autres muscles, fait que ça se peut que, fait que selon moi, c'était même moins risqué de te blesser en faisant plus de haute intensité, mais les gens associent plus de charge à tu vas plus te blesser, mais bottom line, que tu fasses 6 reps ou que tu en fasses 20, les 5 dernières reps de ton set, ton muscle va expérimenter la même tension dans les deux. Fait que la seule différence, c'est que dans ton set de 20 reps, tu as 15 reps avant pour te fatiguer, qui va fatiguer pas juste le muscle que tu cibles, mais ta fatigue générale. Fait que, moi, je me dis, j'aime mieux avoir un peu moins de fatigue générale accumulée, garder l'attention juste sur le muscle que je veux, puis selon moi, ça ferait plus de sens pour minimiser les risques de blessure. Tout ça pour dire que je fais comme moi, le seul point que je vois là-dedans, c'est parce que c'est juste valide si la forme de tes mouvements est pas bonne. Oui, mais... Parce que tu peux te faire une plus grosse blessure avec une plus... On s'entend que je vais me blesser plus si je prends... si j'essaye, mettons, de hip thrust, je sais pas combien de hip thrust, 1200? C'est leg press, pas hip thrust. Okay. Sacrément! Si I wish! Mettons que hip thrust 1200. Alors, à Saint-Valentin, elle revole au plafond. Ouais, la pauvre. Mais, comme... C'est ça, fait que mettons que hip thrust 1200 pour le besoin de la cause. D'accord, j'aime ça, j'ai l'air cool. T'aimes ça, hein? Ouais. Fait que... T'aimes ça, hein? That's what he said. Mettons que tu fais ça, si ta marge d'erreur est pas très grande pour si tu fuck une de tes reps, parce que ça se peut que tu te fasses très, 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 très mal dans le bas du dos. Ceci étant dit, plus que si, mettons, tu manies qu'une plate puis que tu sens pas grand-chose. Mais généralement, si la forme de ton mouvement est correcte, encore une fois, si tu fais 12 reps, mais que la forme de ton mouvement est pas bonne, tu as quand même augmenté le nombre de chances que tu te blesses parce que tu fais plus de répétitions. Fait que peut-être qu'à ta 5e, tu te blesses pas, mais ça se peut qu'à ta 12e, tu te sois blessé parce que, justement, tu as accumulé plus de fatigue, que tu fais moins bien ton mouvement. Fait que, honnêtement, l'argument de tu peux plus te blesser, je veux dire, si ta forme est pas bonne, peu importe qu'est-ce que tu fais, tu vas te blesser. Si ta forme est bonne, peu importe qu'est-ce que tu fais, techniquement, tu devrais pas te blesser. C'est ça. Tu sais, tant que ta technique est bonne, que tu fasses 6 reps ou que tu en fasses 20, si ta technique est bonne, tu mets les chances de ton bord le plus possible. On en a parlé avec Étienne, c'est pas parce que ta technique est parfaite que tu ne te blesseras pas, mais tu mets les chances de ton bord le plus possible. C'est juste que les gens s'imaginent que parce que tu vas faire moins de reps, plus de charge, automatiquement tu vas te mettre à swinguer. C'est pas ça l'idée, là. Comme, en levant plus lourd, t'es censé quand même bien contrôler ton mouvement, là. Oui, puis tu sais, encore une fois, ça dépend de ta perception de fatigue, dans le sens que toi, tu peux tolérer de la haute intensité, même en fin de prep. Moi, j'avais de la misère à me lever tellement j'avais pas d'énergie. Fait que comme moi, c'est plus facile pour moi de faire du volume parce que, justement, ma perception de l'effort est moins grande, donc j'ai plus de facilité à le faire. Exact. Fait qu'il y a un paquet, encore une fois, de variables qui entrent en ligne de compte dans certains contextes qui peuvent faire que un va être plus optimal pour une personne que pour une autre. Il n'y a pas de bonne réponse. Non, exact. Peut-être que écoute, là, vous pouvez commencer à chercher des études super pointues sur, oui, mais scientifiquement, c'est prouvé que
Pour vrai, j'aimerais ça en voir parce que j'en ai pas trouvé. Ben, puis c'est correct. Je veux dire, ça se peut, puis c'est tout à fait correct. Mais je veux dire, dans la vraie vie, en entraînement, peu importe ce que tu prouves scientifiquement, ça va dépendre de ton client. Ouais. Parce que même si la théorie est super bonne, on l'a déjà mentionné, si ton client n'est pas capable d'adhérer à ce que tu lui donnes, quand même que tu as fait ta plus belle programmation ever sur papier, si dans la vraie vie, ton client ne l'applique pas, ce n'est pas la meilleure programmation pour cette personne-là. C'est ça. Fait que, est-ce que ce client-là aurait scientifiquement plus de résultats en faisant ce que tu lui dis? Oui, mais dans la vraie vie, il n'est pas capable d'appliquer ce que tu lui dis, donc il n'y a juste pas de résultats, donc ça fonctionne pas. C'est ça. Pour moi, c'est simple de même. Fait que c'était vraiment une grosse parenthèse juste pour me ramener à mon point de... De Simon et Ptuas 1200 livres. C'était pas ça mon point, on peut y retourner. Non, mais mon point de faire attention à étude versus article aussi, là, parce que cette personne-là, j'y avais répondu comme brièvement. Là, j'y en ai on pas a fait parlé plein de pendant mini ça versus ça. Ouais, c'est ça. J'y avais répondu comme brièvement pourquoi moi je pensais que c'était que la haute intensité, c'était pas nécessairement plus à risque de blessure. Puis il m'avait juste linké un article, mais c'était pas une étude, c'était un article écrit par un physicien, pas un entraîneur, pas un physio, pas un physicien. Spoiler alert, guys. Un physicien, c'est pas un spécialiste en entraînement. C'est pas parce que tu as un titre en quelque chose que tu es un expert dans tous les autres secteurs. Là. Exactement. Fait que c'est juste ça, j'ai répondu, je suis comme, ouais, mais c'est un article publié par un physicien, c'est pas une étude. Il y a rien, il y a comme tout ce qu'il dit en ce moment, là, c'est basé sur des opinions. C'est pas une... c'est pas une étude qui a analysé des faits pendant avec un groupe contrôle, puis comme, ça a aucun rapport à ce que tu me dis en ce moment. Il m'a juste pas répondu. Un doctorant en bionucléaire, whatever, ouais, là, qui se prononce sur l'entraînement, il n'y a pas nécessairement les connaissances là-dessus. C'est pas parce qu'il y a doctorat dans son nom que genre il y a la science infuse sur tous les autres domaines qui sont pas connexes aux siens. Exact. Ça se peut que ce que ce gars-là dise en thermonucléaire soit A1. Oui. Tu peux y faire confiance pour ça. J'espère avec son doctorat. C'est son domaine. C'est ça. Mais pour le reste, c'est pas parce que quelqu'un a un titre qu'il a nécessairement les compétences pour se prononcer sur tous les autres sujets de la planète. Fait qu'il y a plein de petits ça ou ça, finalement, à travers celui-là. Sinon, un autre point qui, je pense que ça, on se fait poser la question relativement souvent aussi, là, quelqu'un qui veut prendre la masse musculaire et perdre du gras, on commence par quoi? Est-ce qu'on cote? Est-ce qu'on prend de la masse? Est-ce qu'on se maintient? Quand est-ce qu'on se maintient? Ça va dépendre de où est-ce que tu pars. Ça dépend. Ça dépend. De où est-ce que tu pars puis où est-ce que tu veux aller, dans le sens que si t'es quelqu'un qui... Tu pars de Montréal, tu vas aller à Québec. C'est ça. C'est comme... Je veux dire, t'as besoin. Voilà. Voilà. Mais... Ça faisait vraiment comme dans le film Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Il y a mon beau-fils qui fait un gros speech puis il dit « Hey, franchement... » Voilà. Mais... j'adore ce film. Si t'es quelqu'un qui a un très, très gros surpoids et que tu veux prendre de la masse, idéalement, va falloir te faire coter un peu avant. Pourquoi? Parce que pour prendre de la masse, il faut que tu sois en surplus calorique. Mais pour perdre du poids, il faut que tu sois en déficit. Fait que c'est dur de faire les deux en même temps. C'est possible, dépendamment de où est-ce que tu pars et où est-ce que tu veux aller. Montréal, Québec. Oui. C'est les deux seules destinations possibles en passant. Là. Oui, le monde n'existe pas. C'est la 20, point. Mais c'est ça. Non, c'est pas vrai, il y a la 40 aussi. Oui, c'est vrai. Non, chut, t'en parle pas. Mais c'est ça. Fait que si, au contraire, t'es quelqu'un qui est super maigre, que justement, t'es un ectomorphe. C'est un ectomorphe? Oui, un ectomorphe. De nature, puis que tu veux prendre de la masse, ben là, on n'a pas besoin de commencer par te faire coter parce que t'as déjà pas vraiment de gras, fait qu'on peut déjà commencer à te faire prendre de la masse. Si t'es un peu entre les deux, ben là, ça va dépendre d'à quel point aussi t'es à l'aise d'être dans un comme dans l'autre. Si t'es quelqu'un, tu sais, encore une fois, on l'a déjà dit, là, c'est pas optimal d'essayer de faire une phase. Un genre de entre les deux. Est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce que ça va être plus long? Oui. Ça dépend, c'est ça. T'es capable d'être confortable à quel poids. Si tu pars de vraiment loin dans l'échelle de surpoids, ben on n'a pas juste de faire cote avant, comme je le mentionnais, parce que tu vas prendre du muscle de toute façon. Là, en commençant à t'entraîner, tu vas en prendre quand même de la masse, mais c'est plus difficile de te faire prendre de la masse musculaire puis de jouer avec les parasans te rendre encore plus gras. Fait que je te dirais, on cote un peu puis en fait, quand tu commences, tu prends de la masse no matter what. Fait que c'est pour ça que j'irais plus vers, on essaie de te faire perdre du gras, puis on continue, on t'ajoute la muscu quand même. Fait que tu vas être un peu dans les deux en même temps, puis éventuellement, ben, tu vas être rendu à un certain poids qu'on peut se permettre de remonter un peu. Puis moi, ça serait pas mal mon guess. Là. Non, c'est ça, exact. Puis tu sais, comme
à un moment donné, ça se peut que tu aies besoin. J'en parlais avec une cliente cette semaine, j'étais comme, tu sais, éventuellement, si on fait, mettons, une perte de gras Tu parles tout le ou temps une avec prise les de masse, clientes. j'étais un gars de même. Aïe. Aïe, ça se peut-tu? Moi, la communication, je l'ai. Fait qu'à un moment donné, je disais, tu sais, si à un moment donné, on fait une perte de gras ou une prise de masse, peu importe, puis que tu arrives à un point où tu te dis, je suis bien comme ça, mais t'es pas obligé de continuer de perdre du gras ou de continuer de prendre la masse. T'as le droit de dire, ben regarde, moi, je suis bien là-dedans, puis comme, je vais me tenir là. Puis ça, c'est le beau aussi, ou si t'as un objectif qui est vraiment, vraiment ambitieux. On va dire, mettons, je veux perdre, je sais pas, 100 livres. Ça se peut que dans les comme 10-20 derniers livres, ben ça te demande considérablement de plus en plus d'efforts pour être capable d'aller chercher les 10-20 derniers. Est-ce que ça veut dire que tu seras pas capable de le faire? Pas du tout. On en a déjà parlé plusieurs fois. Ton corps a un poids auquel il est plus confortable. Et sortir de ce confort-là, ça se fait, mais ça va te demander considérablement plus d'efforts. Fait que rendu là, est-ce que l'effort que ça te demande pour aller au-delà de ça vaut vraiment les résultats? Est-ce que tu es vraiment bien avec tes résultats puis tu es bien avec le fait que tu vas devoir mettre autant d'efforts et ce à tous les jours parce que faut que tu le maintiennes. Oui ou non, ça t'appartient, mais c'est quand même quelque chose auquel il va falloir que tu prennes en considération. Fait que peut-être que, exemple, quelqu'un qui veut perdre 100 livres, puis il arrive à genre 80-85 livres de perdu, il en manque un 15-20, ben ça se peut que le 15-20 dernier, il en manque vraiment, vraiment beaucoup. Fait que peut-être que pour toi, pour te permettre d'avoir un meilleur équilibre de vie, ça va être ta nouvelle réalité. Puis tu vas être bien là-dedans quand même. Tu vas avoir, on s'entend, Chris a perdu vraiment beaucoup, là. Fait que, tu sais, c'est de voir aussi en fonction de, tu sais, le risk-reward, il est où? Pas le risk, mais comme le effort-reward, il est où, tu sais? À quel point est-ce que tu as besoin de mettre de l'effort pour atteindre un objectif X, puis à quel point est-ce que c'est valorisant pour toi, puis que t'es bien là-dedans, puis c'est quelque chose que t'es capable de te maintenir. Si c'est pour un photoshoot ou une compétition, c'est une autre histoire. Mais pour le monsieur, madame, tout le monde qui veut le faire... Ta vie en général. C'est ça, ta vie en général, qui veut le maintenir à long terme, là, je pense que c'est le genre de question qu'il va falloir que tu te poses aussi. Là. Fait que ça dépend d'où tu pars, comme t'as dit. Si tu te situes entre les deux... est-ce que tu as tendance à tirer un peu plus d'un bord que de l'autre? Est-ce qu'il y en a un que tu veux prioriser? Ça donne qu'on est en hiver, peut-être que tu veux commencer par une cote pour l'été. Est-ce que tu veux... l'été est fini, est-ce que tu veux commencer par une prise de masse? Parce qu'on va commencer... on s'en va en hiver, puis de toute façon, je pense pas que tu enlèves ton chandail trop souvent devant du monde. Quoique you do you. Mais c'est ça, fait que ça dépend un peu de toi. C'est sûr que si tu commences avec un gros surpoids, ben je te ferais commencer avec une perte de gras. Si t'es déjà un ectomorphe qui a de la misère à prendre la masse, ben d'après moi, t'auras pas besoin de perdre du gras. Mais si t'es quelqu'un qui est déjà relativement lean, on peut se permettre de prendre la masse un peu plus à travers ça. Puis comme ça dépend d'où tu pars, ça dépend de ton objectif. Puis on a juste au besoin. Puis comme il y a pas une question que je vais revenir aussi des fois, c'est comme quand est-ce que je sais quand que je bulk ou quand est-ce que je sais quand que je devrais cut. Ça dépend de toi. Il n'y a pas un moment spécifique où est-ce que tu arrives à ce moment-là, paf, faut que tu reviennes. Là, faut que tu bulk ou là, faut que tu cut. Ça dépend de toi. Si tu juges que tu as assez pris de masse ou que tu juges que tu t'en viens un peu trop gras, ben, on s'en va vers une cut. Si tu juges que tu as perdu assez de gras ou que tu perds trop de masse musculaire en ce moment, on s'en va vers un bulk. Ça dépend de toi. Il n'y a pas un meilleur moment. C'est en fonction de comment tu te sens, qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? What do you want? Okay. It's not that simple! Puis ça aussi c'est pas pire. Est-ce qu'on fait de la meal prep pour la semaine ou est-ce qu'on se fait des meal prep un petit peu plus au jour le jour? Ça dépend, guys. Ça dépend! J'aime qu'on on a préparé ce podcast-là, puis on a sorti un paquet d'affaires, puis on était comme, c'est qu'on va dire, ça dépend littéralement tout, mais comme, on est prête. Rendu passer une demi-heure dans le... Oh wow, c'était beau ça, j'espère que vous l'avez vu. Vous l'avez pas vu de mon angle, mais c'était vraiment cool, l'espèce des yeux cross-eyed pour essayer d'aller chercher le petit poil au bout de sa calotte. Non, c'est ça, on est rendu genre, je sais pas, ça fait quoi, 40... Oh shit, 50... En tout cas, 45 minutes qu'on fait ça, puis là, genre, ça dépend, je t'année. Mais, le mental breakdown. Mais, ouais, c'est ça. Ben, écoute, si t'es quelqu'un... Moi, personnellement, j'ai remarqué que j'aimais beaucoup ça. Je le fais pas, mais j'aime ça quand je le fais. C'est une merde. C'était pertinent comme commentaire. Non, mais...
J'ai vraiment remarqué que j'aimais beaucoup ce que je faisais pas. Oui, mais c'est parce que quand je l'ai fait, j'étais contente, mais là, je le fais plus. Je vais le refaire. Mais Tu peux juste dire c'est quoi? Il y a le monde qui sont en train de faire leur cardio, qui sont dans leur char, sont genre « accouche! » c'est que moi, d'habitude, je faisais ma meal prep justement aux 2-3 jours. Fait que, mettons, je me fais une grosse batch de quelque chose, puis j'en ai pour 2-3 jours, parce que, comme je le dis tout le temps, moi, manger la même affaire, ça me dérange pas. Puis j'aime pas tant ça, avoir à me préparer quelque chose tout le temps. Vu que justement je sais jamais, moi personnellement c'est mon énergie qui est des fois instable, fait que je sais jamais si ça va me tenter de me faire à manger, fait que quand ça me tente, j'en profite, je le fais pour une couple de jours. Ça c'est moi. Puis j'ai beaucoup aimé aussi le fait de... Oui. J'ai beaucoup aimé aussi le fait de portionner mes affaires directement. Parce qu'avant, ce que je faisais des batchs, puis je mettais mes batchs dans le frigo. Fait que je prenais littéralement mon chaudron de riz direct dans le frigo. Je mettais ma viande dans des contenants parce que sinon, ça devient sec, mais c'est ça. Puis mes légumes, ben, je les prends souvent, c'est genre un cocombe. Fait que comme, je le prends direct. Ouais. Je suis bien fort, c'est les sacs de légumes congelés. Ouais, c'est ça aussi. Fait que sinon, je me fais un genre de sauté de légumes, puis je le mets dans un gros bol. Déjà ça. Ça, c'était correct. En prep, je faisais mes affaires d'avance, fait que je portionnais, vu que je calculais mes affaires, j'aimais beaucoup ça, déjà faire mes repas à l'avance, parce qu'après ça, pendant toute la semaine, j'avais juste à prendre mes plats, ou au moins pendant 2-3 jours, je faisais juste les prendre directement déjà portionnés, je les mettais, ça m'enlevait beaucoup de stress. Fait que je suis vraiment très, personnellement, volatile sur ma meal prep. Il y a des phases que j'ai jamais vraiment fait une meal prep, genre le dimanche, pour comme tout le temps, parce que ben de un, je suis hypochondriaque, c'est date. Fait que comme, si je me fais quelque chose le dimanche, j'ai l'impression que le vendredi, c'est plus bon. Moi, quand ça passe plus que 2 jours dans mon frigo, je doute. Fait que, oui, c'est ça. Fait que, je suis pas très forte sur congeler non plus. Fait que, moi étant moi, personnellement, je préfère faire ça. C'est déjà assez de trouble. C'est déjà des troubles de me gérer. Fait que, j'ai tellement l'air de quelqu'un de désagréable. En tout cas, c'est mieux comme... Ouais. It's not untrue. Mais c'est ça. Fait que la meal prep, ça va dépendre de votre horaire, de quand est-ce que ça vous tente. Si vous avez tu sais, si vous savez, vous personnellement, que dans la semaine, ça vous tente pas de vous en faire avec ça, mais faites-en une grosse le dimanche, puis vous allez être correct pour toute la semaine. Surtout si vous avez plus que juste vous à gérer. Parce que c'est différent pour quelqu'un qui a une famille, ou tu sais, quelqu'un qui a une famille, puis que la famille veut pas manger la même chose qu'elle. Fait que faites-les vraiment quand est-ce que vous êtes capable de le faire fitter dans votre horaire. Puis le seul conseil que j'aurais à donner là-dessus, c'est mettez-le à votre agenda comme si c'était un rendez-vous, votre meal prep. Ouais. Pourquoi? Parce que ça arrive trop souvent que quand vous le faites pas, mais là, j'ai pas fait ma meal prep, fait que là, j'ai pas une bonne semaine, là, je me suis ramassée à la telle place, prendre telle affaire, puis t'es comme, OK, mais t'es consciente que ton problème, c'est juste ton manque d'organisation. Fait que je le sais que c'est pas tout le temps le fun de s'organiser, mais ça sauve énormément de stress et de temps. Fait que si t'es pas sûr, tu sais, vous avez le droit de vous laisser du jeu, mais au moins, mettez-le à l'horaire. Fait que si tu l'as fait, mettons, le dimanche, puis finalement, tu l'avais mis que t'allais en faire une le mercredi, puis t'es correct, t'en as pas de besoin, tant mieux, mais au moins, t'avais un temps de réserver pour ça. Ouais. Fait que même si ça change en cours de route, juste avoir des guidelines de comme, OK, mais moi, je pense que ça va être, mettons, le lundi puis le jeudi que je vais les faire parce que mon horaire me permet plus dans ces journées-là, ou, tu sais, cette semaine, j'ai pas les enfants, je peux me permettre d'en faire, tu sais, fait que, mais juste de le mettre à votre horaire comme si c'était un rendez-vous, je pense que de vous organiser, ça va beaucoup vous aider à trouver quand est-ce que c'est le meilleur moment et encore une fois, permettez-vous de changer d'identité. Ça se peut qu'une semaine, pendant un mois, peut-être que chaque dimanche, vous allez être tête là-dessus, puis ça va être ça qui va fonctionner pour vous. Ouais. Puis ça se peut que le mois d'après, ça soit plus ça. Fait qu'il n'y a pas une bonne façon de faire une meal prep. C'est pareil comme l'entraînement. Le meilleur workout, c'est celui que vous êtes capable de maintenir, puis de faire, puis que vous aimez. Ouais. La meal prep, c'est la méthode qui va vous permettre d'être assidu dans votre meal prep. Tu sais, on parle souvent de constance, mais il y a le sustainability aussi. Ouais. Fait que ça se peut que un mois, ça soit sustainable de le faire chaque dimanche. Mais l'autre mois, ça se peut que non. Mais être constant, ça veut dire que vous allez tout le temps être capable de vous organiser pour faire une meal prep. Ça veut pas dire qu'elle va tout le temps être faite de la même façon, mais elle va tout le temps finir par être faite pour que vous soyez organisé. Fait que c'est la différence entre je me permets d'être constant. Constant ne veut pas dire tout le temps parfait. Constant veut dire je trouve la méthode qui fonctionne pour moi dans le moment présent. Puis c'est vraiment juste de trouver la méthode qui fonctionne pour toi. Tu sais, moi, j'en ai des clients qui me disent des fois comme « Ah, on va manger la même affaire 2 soirs de suite, ça me gosse, mais comme j'aime ça me cuisiner, whatever, le soir, puis comme je me fais des nouvelles affaires, je suis comme « Fuck, fais-le! J'aimerais ça, aimer ça comme moi toi, puis tout le temps me faire de quoi de différent. J'aimerais vraiment ça, mais... »
C'est plate, c'est pas ma réalité. Puis il y a aussi le fait que veux pas, tu sais, des fois j'ai des clients le soir, je finis de travailler tard, fait que rendu à genre 8h le soir, ça me tente pas de commencer à me faire à manger. Je prends ce qui est prêt, puis comme je le mets dans le micro-ondes, puis c'est tout. Mais d'où l'importance d'avoir quelque chose de prêt. Mais d'où l'importance d'avoir quelque chose de prêt. Mais ça, c'est ma réalité à moi. En tant que tel, il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Vas-y avec ce qui fonctionne le plus pour toi. Si tu le sais que toi, t'as aucune difficulté à te faire quelque chose de nouveau à tous les jours parce que puis t'aimes ça le faire, fais-le, puis même je t'encourage fortement à le faire, ça va te donner de la variété, puis c'est ce qui va faire en sorte que tu vas aimer ça. Si tu le sais par contre que t'as tendance à devenir paresseux, si tu finis tard, si t'es fatigué, whatever, fait que c'est plus facile de peut-être te commander quelque chose ou juste de skipper un repas de cours, ben comme là je t'encouragerais peut-être plus à trouver un moment pour te faire de la bouffe. Puis tu sais, ça, c'est un peu comme tu disais, c'est sujet à changement aussi. Moi, j'avais toujours été le gars qui faisait ma meal prep, mettons, le dimanche, je me faisais ça pour la semaine. Mais dans le temps que je travaillais sur la Rive-Nord, à un moment donné, comme je faisais l'aller-retour 4 fois semaine, puis à un moment donné, on commençait à donner des formations là-bas aussi les fins de semaine. Fait que là, ben, comme je faisais des allers-retours aussi la fin de semaine, c'est du temps que je passais. C'était beaucoup de temps que je passais sur la route, puis que je passais pas chez nous, finalement. Fait que là, j'étais rendu que, tu sais, je revenais, on finissait la formation, il était genre 3-4 heures de l'après-midi, il fallait que je redescende ici, j'arrivais ici, il était autour de 5 heures parce que tu restes jaser un peu. Ben oui. Là, t'es rendu ici, t'as même pas fait ton épicerie, t'as pas fait tes repas, fait que je repartais travailler le lendemain après ça, là, fait que j'étais brûlé, fait qu'à un moment donné, une option qui peut être intéressante aussi, c'est qu'il y a des compagnies qui font des repas pour toi. C'est sûr que ça te demande, tu sais, c'est sûr que ça va te coûter plus cher parce que tu payes pour le service, mais ben si plus cher! C'est relatif, parce que si à la place, t'allais te commander tout le temps des affaires... Oui, ouais, définitivement. Mais tu sais, comme ça va te coûter plus cher que ton épicerie, mettons. Oui, voilà. C'est sûr que ça va te coûter plus cher que ton épicerie. Sauf que, si ça peut te permettre de te sauver du temps et d'investir ce temps-là ailleurs, puis que finalement, ça te permet de plus te reposer, d'avoir un peu plus de hobby, d'être relaxé, ben comme, fuck, je te le recommande fortement. Si c'est quelque chose que tu peux te permettre, on s'entend, mais t'es pas dans la rue pour ça, là. Mais comme si c'est quelque chose que tu peux te permettre, ou tu sais, t'es même pas obligé de prendre nécessairement tous tes repas pour la semaine, de juste quelques-uns que tu gardes peut-être comme en backup dans le congélateur, que tu peux juste ressortir facilement. Moi, je sais que mes dîners, tu sais, ça me tente pas de les faire, non, je veux juste me faire à souper parce que j'ai le temps de souper. Mais mes dîners, tu sais, des fois, je veux pas en avoir leftover ou justement, j'aime pas ça, ben prends juste des dîners. C'est ça, exact. Ou tu sais, comme, si t'étais censé faire ton repas, t'as oublié de faire dégeler ta viande, t'arrives le soir, t'es comme, fuck, mais comme, ça va être long à dégeler. J'ai un repas de prêt, je vais sortir ma viande, mais je vais prendre mon repas en attendant. Comme, tu sais, il y a des alternatives faciles comme ça, mais on en avait parlé avec Man Lemire aussi quand on l'avait reçu, mais comme, essaie le plus possible de prévoir les imprévus. Ben oui. Comme, tu te connais, là. C'est ça, tu sais, à un moment donné, il y a un imprévu, ça reste imprévu, mais tu peux quand même essayer de penser déjà à OK, si jamais il arrive telle affaire, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon plan B? Tu sais, j'ai des clients qui sont policiers. Ça arrive des fois qu'il faut qu'ils restent faire de l'over, puis il y a un gars qui rentre pas ou whatever, ben comme je suis comme Shop santé. C'est ça, je suis comme essaie de le prévoir ça. Apporte-toi peut-être un repas de plus puis une collation de plus. Dans le meilleur des cas, t'as pas besoin de le prendre, tu le rapportes chez vous après. Ou tu le laisses là, puis comme tu peux le prendre une autre fois si jamais t'as un frigo, je présume que t'as un frigo à la station, mais comme, tu sais, prévois-le. Ou c'est quoi le next best thing, tu sais, au lieu de finir chez McDo, il y a peut-être, tu sais, quelque chose de plus proche, une épicerie, ou comme que tu pourrais peut-être aller chercher de quoi de plus clean. Fait que, essaie de prévoir tes imprévus le plus possible, ça aussi, ça va vraiment t'aider. Là. Ouais. Good, ça fait à peu près 3 heures qu'on parle aussi, fait qu'on va peut-être en faire juste un ou deux autres. S'entraîner le soir ou le matin, y en a-tu un qui est mieux que l'autre? On l'avait déjà dit un peu, là, mais tu t'entraînes quand est-ce que ça fit dans ton horaire. Si t'es quelqu'un qui a des difficultés à dormir, qui a des problèmes d'insomnie, peut-être essayer de le faire fitter plus le matin que le soir. Si c'est un entraînement comme musculaire ou comme cardio intense, parce que tu vas effectivement augmenter ton cortisol après ton entraînement. Fait que ça se peut que, oui, comme quand tu t'entraînes fort, t'es mort un peu comme 10 minutes après, mais ce qui va arriver, c'est qu'une demi-heure, 45, une heure après, tu vas avoir un regain d'énergie. Ouais. Fait que si c'est proche de ton heure de coucher, ça se peut que ça nuise à ton sommeil. Fait qu'à ce moment-là, je ne recommanderais pas de t'entraîner le soir. Et si mais encore une fois, si c'est le seul moment que tu as dans ta journée, peut-être essayer d'adapter ton entraînement à ça ou essayer de t'entraîner peut-être plus les fins de semaine, si t'es capable, tu sais, d'avoir 2 jours, mettons que tu t'entraînes 3 fois semaine. C'est ton heure de dîner, si c'est quelque chose que tu peux te permettre. Si tu peux, tu sais, mais sinon, essaye de plus le faire le matin si tu vois que ça nuit à ton sommeil. C'est la seule chose que je pourrais te dire par rapport à l'heure à laquelle tu t'entraînes qui pourrait changer la variable de, parce qu'en termes d'efficacité, que tu t'entraînes le matin ou le soir, ça n'a pas vraiment d'importance. Là. Non, c'est ça. Puis je suis pas mal sûr que... Le midi non plus, là. Tu t'entraînes quand est-ce que tu peux dans ta journée. C'est ça, exact. Puis tu sais, comme je suis pas mal sûr qu'il y a des études qui ont regardé ça, qui ont regardé, mettons, quelqu'un qui s'entraîne le jour, le matin versus qui s'entraîne le soir. Tu bâtis plus de masse à 8 heures le matin? Non, c'est ça, mais plus sur, mettons, l'impact peut-être que ça va avoir sur ton système et tout, là, ta récupération. Puis je suis sûr qu'il y en a, puis faudrait que je regarde, mais
ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, bottom line, une étude, ça reste des généralisations, puis il faut qu'on soit capable de l'adapter à l'individu. C'est ça. Fait que si pour toi, c'est plus facile, tu sais, mettons, je sais qu'il y a plusieurs, surtout les parents, mettons, là, qui vont avoir tendance à se lever vraiment de bonne heure avant que les enfants se lèvent pour être capable de rentrer un workout, ou avant d'aller travailler, peu importe, t'es pas obligé d'être parent pour t'entraîner de bonne heure. On va se dire. Comme si ça fit avec toi, vas-y. Si toi tu préfères t'entraîner en revenant de travailler le soir parce que comme le matin t'es pas un lève-tôt puis comme t'as pas d'énergie le matin, c'était mieux attendre d'avoir rentré une coupe de repas puis comme de le faire en finissant ta journée, fuck, vas-y. Moi je sais que j'ai tendance à finir mes journées plus tard, fait que si j'attendais d'avoir fini de travailler, je serais brûlé de ma journée, je serais vraiment plus susceptible de soit le skipper ou juste d'avoir un workout de mal. Exact. Fait que, tu sais, pour moi, je sais que, mettons, c'est plus facile d'y aller le matin. Souvent, j'aime ça y aller après le déjeuner. Des fois, j'ai un client avant, puis comme, j'aime avant midi. Là, mettons, pour moi, ça. Souvent, c'est mon range que je préfère. Ouais. Mais ça, c'est moi. Tu sais, trouve le moment qui est le mieux pour toi. J'en ai un client, justement, qui travaille de la maison. Puis qui s'entraîne de la maison aussi. Là. Fait que je suis comme, toi, le plus possible, si t'es capable de le rentrer dans ton heure de dîner, ça t'aiderait vraiment beaucoup parce que lui, quand il s'entraîne le soir, souvent il a de la misère à se coucher après parce que là, justement, il est sur le high. C'est ça. Fait que lui, puis il l'a remarqué, là, il est comme ça fit pas tout le temps dans son horaire, mais les fois qu'il est capable de le faire le midi, il a un meilleur sommeil après ça. Fait que, tu sais, oui, c'est une question de préférence, c'est une question d'adhérence, mais à un moment donné, essaye de mettre les chances de ton bord le plus possible aussi. Si tu as le choix entre un ou l'autre, puis tu sais que tu réponds un peu mieux à un, pas juste une question de ça me tente plus, mais comme je récupère mieux, j'ai des meilleures performances, je dors mieux, mais comme priorise peut-être ce moment-là le plus possible. Mais sinon, en tant que tel, que tu le fasses le matin, le midi ou le soir, tant que tu es capable d'avoir des bonnes performances, que tu es capable de bien dormir puis de bien récupérer, tu vas avoir des bons résultats avec, peu importe à quel moment de la journée tu prends. Là. Voilà. Juste essaye de pas t'entraîner en musculation à jeun. C'est pas grave, mais c'est ça. C'est pas si ton objectif, c'est vraiment de prendre la masse, oui, exact. Là, je te recommanderais de manger. Je vois pas pourquoi tu voudrais t'entraîner à jeun si ton objectif, c'est de prendre la masse. Si ton objectif, c'est de perdre du gras, c'est pas nécessairement l'idéal, mais c'est pas dramatique. Si tu manges après... il y a bien du monde qui vont dire que s'entraîner à jeun, c'est comme le cancer pour les tissus musculaires parce que tu augmentes trop ton cortisol. Puis comme... Non, pas dans ce sens-là. C'est plus si tu es capable de manger avant ton entraînement, tu risques d'avoir plus d'énergie et une meilleure performance quand même. Fait que c'est plus optimal, c'est vraiment, vraiment pas faim parce que tu t'entraînes à 4 heures le matin. Je peux comprendre, mais idéalement, c'est une bonne chose de manger rentrer au moins un repas ou un shake, quelque chose. Un petit quelque chose, là, c'est ça. Là. Puis, une autre, dernier petit point qu'on a déjà adressé, mais ça fait quand même un bout, là. Nombre de repas que tu manges dans ta journée, serais-tu mieux d'en manger moins de gros ou plus de petits repas? J'allais juste encore dire, ça dépend. Repas. Just to be clear. Ça dépend de toi, ça dépend de ta digestion, ça dépend, t'es-tu en prise de masse, t'es-tu en perte de gras. Si t'es en prise de masse, ça se peut que t'aies la misère à rentrer toutes tes calories dans 3-4 repas, fait que peut-être que dans ton cas, t'as pas vraiment le choix d'en prendre 5-6. Si t'es en perte de gras, ça dépend beaucoup de ta digestion, en fait, puis de ton appétit. Parce ton horaire aussi. De quoi? Ton horaire aussi. Ton horaire. Fait qu'il n'y a pas de bonne réponse là-dedans. Ça dépend de tous ces facteurs-là. On en avait déjà parlé. Fait que je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais tu manges le nombre de repas avec lequel tu es à l'aise puis que tu as de l'énergie. Tu as de l'énergie, tu es de bonne humeur, tu digères bien, tu dors bien. C'est ça ton nombre de repas. Voilà. C'est tout. Fait que, tu sais, pour le nombre de repas que tu vas manger dans ta journée, là, à calories et protéines égales, que tu manges 3 ou 6 repas, les résultats vont pas mal être les mêmes, autant en termes de prise de masse qu'en termes de perte de gras. Vraiment strictement en termes de composition corporelle. En termes d'énergie, en termes de digestion, c'est une autre histoire. Comme tu dis, si t'es en prise de masse puis tes calories commencent à monter pas mal hautes, manger 3 repas quand t'es dans le 3-4 000 calories par jour, ça commence à faire des tabarnaks de repas. Fait que là, je te le conseillerais peut-être moins. Puis encore là, ça dépend si t'as des problèmes métaboliques ou pas. Là. Je veux dire, il y a des gens... c'est sûr que plus que tu manges souvent, plus que tu travailles ton système digestif un peu inutilement, plus que tu peux faire de la sécrétion inutile d'insuline. Mais encore là, si t'as de l'énergie, que t'es de bonne humeur, que tu récupères bien, que tu donnes des bonnes performances, c'est des indicateurs de « ça me convient ». C'est ça. Fait que, tu sais, souvent pour du monde en prise de masse qui commence à monter leurs calories, je vais avoir tendance à leur donner plus de repas dans leur journée juste pour faciliter la tâche un peu.
Des fois, du monde en perte de gras, je vais avoir tendance à diminuer le nombre de repas pour leur donner des repas qui sont un petit peu plus gros puis qui vont être un petit peu plus consistants pour essayer d'augmenter un peu le sentiment de satiété. Encore là, ça dépend pour tout le monde. Il y a du monde qui soit vont avoir un moins gros appétit, même en perte de gras. Fait c'est plus facile pour eux de rentrer des plus petites portions. Des fois, il y a juste du monde qui préfère manger plus dans leur journée. Comme il y a du monde qui disent moi, tant qu'à manger, je veux vraiment me sentir plein après. Fait que j'aime mieux manger moins de repas, mais d'avoir vraiment le sentiment que je suis plein puis que j'ai... Puis d'autres que c'est le contraire. C'est comme, j'aime pas ça, me sentir trop pleine. Exact. J'aime mieux comme sentir que j'ai tout le temps, justement, genre un banc de plat, quelque chose que... Exact. Je me sens mieux sur plusieurs repas. Puis encore une fois, moi, mon dernier point là-dessus, c'est... Permettez-vous de changer d'identité. Ça se peut qu'un mois, t'aies mieux manger 4 repas, que ce soit parce que ça fit plus avec ton horaire, parce que là, tu le gères mieux, parce que là, tu te sens bien. Puis ça se peut que le mois d'après, t'aies envie d'en manger 6, parce que là, mettons, on va dire, tu peux pas te permettre d'amener comme plein de repas à ta job ou quelque chose de même. Fait que comme, c'est plus facile pour toi d'amener, on va dire, 2 collations, un repas. Tu sais, peu importe que t'es sur la route, fait que tel type de repas, ça mène mieux que si t'as juste 3 gros repas qu'il faut tout le temps que tu fasses chauffer, parce qu'à un moment donné, c'est ça. Fait que ça va beaucoup dépendre de ça, puis c'est correct que ça change en cours de route, puis il n'y a pas de problème avec ça. Tu vas pas fucker ton système digestif, puis tu vas pas fucker tes résultats parce que t'es pas... You're gonna die. Fait que permettez-vous de changer qu'est-ce que ça vous tente de manger. Faites juste le communiquer à votre coach si vous en avez un. Puis sinon, ben c'est ça. Allez-y. C'est tout le temps une question d'allez-y avec ce qui est plus facile à maintenir pour vous. Non, c'est ça. Puis ça, c'est une affaire que je dis tout le temps aussi à mes clients en évaluation. Je suis comme, tu sais, le nombre de repas que tu vas manger dans ta journée est très susceptible à changement dépendamment de ton horaire. Puis tu sais, on va essayer des affaires ensemble. Là. Ça se peut qu'on essaye au début, mettons, je te donne 3 repas, 2 collations, puis écoute, semaine 1 de ton check-in, tu me dis, écoute, la deuxième collation, on dirait que je manque tout le temps de temps, je finis toujours par la skipper ou j'en manger un vraiment gros repas à place, penses-tu qu'on pourrait réajuster puis séparer ça en 4 au lieu de 5? Il n'y a pas de stress, je vais le réajuster ton plan, je vais te le renvoyer. Là. Je te forcerai pas à manger une deuxième collation, là, comme... On va y aller avec ce qui fonctionne le plus facilement pour toi, puis c'est pas plus compliqué que ça. Là. Fait que là, on parle dans des objectifs de lifestyle, que comme tu ça, veux une certaine recomposition corporelle, mais tu sais, moi, je parle tout le temps pour ma clientèle qui est, je veux juste être en santé, puis comme perdre du poids, puis comme avoir une composition corporelle avec laquelle je suis bien. Fait que c'est pas pour des trucs qui sont vraiment précis, parce qu'on l'a tout le temps répété, mais à objectif précis, ça te prend des paramètres précis. Mais comme pour ta vie en général, c'est ça. C'est ça. Puis comme, là, mettons qu'on avait fini avec les this or that, je vais juste faire une petite parenthèse parce que c'est une affaire qui est... Parce qu'on n'a pas fait assez. Non, c'est ça, mais une affaire qui est revenue, mettons, dans mon Q&A cette semaine, puis pas sur une question spécifique, mais arrêtez de vous casser la tête avec les détails inutiles. Comme vous cherchez tellement à essayer d'avoir les micro-détails qui n'ont aucun impact sur les résultats. Pis t'es pas rendu là. Que t'es pas rendu là. Faites juste focusser sur la grosse base et vous allez avoir 90% des résultats avec ça. L'autre 10%, là, il est réservé pour ceux qui font du haut niveau. Oui. OK? Vous êtes pas rendu là. Non. Faites juste, vous entraînez fort, récupérez plus fort, mangez bien, dormez, buvez de l'eau beaucoup, puis comme, ayez du fun. Ayez du fun, c'est juste ça. Arrêtez de vous compliquer la tâche. Puis il y a une question qu'on n'a pas faite, puis je veux qu'on fasse, c'est intra-workout. On prend-tu quelque chose ou on prend rien? Ça change quoi? Ça change tellement pas grand-chose, honnêtement. Là. Comme que tu prennes des carbs, que tu prennes des BCA, des EA, comme est-ce que ça peut aider un petit peu tes performances si tu prends des carbs intra-workout? Il y en a que oui, il y en a que non. Est-ce que ça peut aider est-ce que ça peut aider ta récupération si tu prends des EA? Oui. Est-ce que les BCA, c'est inutile? Non. Est-ce que je pense que 99% de la population en a pas besoin? Oui. Est-ce que ça goûte bon? Oui. Est-ce que ça goûte bon? Tu sais, des fois, c'est juste l'effet placebo. T'as envie de manger. T'as envie de boire autre chose que juste de l'eau. Fait que... BCA, EA, il y en a quelqu'un aussi qui, met du Mio. Quelqu'un qui consomme pas assez de protéines dans sa journée. Ça peut être intéressant. Ça peut aider. Ceci étant dit, les EAA ne remplacent pas une scoop de protéines. Non, c'est pas exactement la même chose. Fait que, comme... Tu sais, est-ce que ça peut aider? Oui. Puis encore là, si quelqu'un qui a, mettons, ben des carbs à rentrer dans une journée, là, mettons, j'ai un client qui est à 600 grammes de carbs dans sa journée. Lui, je donne un 50 grammes de carbs intra parce que ça lui donne peut-être un petit peu plus de fuel pour son workout. Puis en même temps, ben, c'est des carbs vraiment faciles à aller chercher. Ben, c'est ça. Puis encore une fois, c'est pas parce que c'est en poudre que c'est de la mauvaise qualité. Il y a de la bonne qualité de carbs que tu peux aller chercher en supplément. Mais, tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde qui fait juste... T'es pas en train de faire un marathon parce que t'as absolument besoin d'avoir des carbs intra qui se digèrent vraiment vite puis genre d'une super qualité supérieure parce que sinon tu vas tomber. Là. Non, c'est ça. Fait que, regarde, est-ce que c'est nécessaire? Pas du tout. Commence par t'entraîner vraiment intensément comme chacun de tes workouts. Oui, puis surtout, tu sais, mettons, on parle plus pour les carbs intra-workout, tu sais, si tes calories sont déjà pas hyper hautes à la base, là, que t'as genre, je sais pas, 150-200 grammes de carbs dans ta journée, là, prends donc ces carbs-là en vraie bouffe au lieu de les prendre en poudre. Ça va peut-être te donner
un petit peu plus de quelque chose de le fun à manger. Ça va peut-être bourrer un petit peu plus pour t'aider à contrôler l'appétit, comme à un moment donné. Puis pour les filles, les EAA, je répète, commencez par vous entraîner vraiment fort. Parce qu'il y a du monde qui me dit « Ouais, mais ça m'a pas aidé ma masse musculaire. » Tu forces pas encore assez fort pour que ça vienne faire un impact. Tu forces vraiment pas assez fort encore. Ben, pas pour que le EAA vienne aider à bâtir ta masse musculaire. Là. Comme aide-toi, puis après ça, on verra. Mais pour l'instant, commence par manger tes repas comme du monde. Intègre assez de protéines dans tes repas. Pousse comme du monde. Puis honnêtement, tu pourrais boire juste de l'eau pendant ton entraînement. Oui. Tu serais correct. Là. Oui. Tu serais correct. C'est ça. Fait que, it was this or that. This or that. Voilà. Si vous voulez qu'on fasse d'autres épisodes de ça ou ça, dites-nous-le. Ouais, dites-nous-le. Puis honnêtement, c'est là-dessus que je le finir aussi. Si vous avez soit des invités que vous voudriez vraiment voir au podcast. Parce que là, on le sait plus. Tout sujet fitness confondu qui pourrait se rapporter au fitness. Là, j'irai pas chercher un thermonucléaire. Là, je sais qu'on en parle, là, mais... Et ça pourrait être le fun quand même, à un moment donné. Ça pourrait être intéressant. Je suis pas fermé à l'idée de thermonucléaire. Bon, fait que tu sais quoi, on va peut-être y penser. On va va aller voir Matt Bouchard, il connaît quelqu'un. Oui. Mais des sujets que vous voudriez qu'on aborde, peut-être, tu sais, sans nécessairement que ça soit un invité spécifique, mais des fois un sujet spécifique peut nous guider vers un invité quelqu'un. peut-être ou whatever. Fait que... On a déjà quelques idées, quelques gens qui sont prévus. En passant, oui, on va parler aussi plus de bodybuilding cette année. Ouais. On a plein de noms en tête avec qui on veut parler, creuser. Fait que s'il y a des gens qui veulent aussi, qui ont des sujets précis au niveau du bodybuilding, ça peut être intéressant aussi. Ouais. Des filles, des gars, fait que des athlètes de bodybuilding. Puis, fait parce qu'on a pas mal parlé, tout ce qu'on avait à parler au niveau de la santé en général. Ouais. On va faire encore des Q&A si ça vous intéresse. Là, puis on va aller chercher d'autres angles, puis des angles obtus, des angles aigus. C'est ça, des 90 degrés, des angles droits. C'est ça. Joke de maths! Fait que sur ça, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si oui, likez, partagez, taguez-nous, ça nous fait toujours plaisir. Puis sinon, on se revoit dans un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Excusez, je manquais de souffle. Salut tout le monde!